Upperdeck Entertainment and Konami Corporation welcome you to Madison Square Garden for the Yu-Gi-Oh! World Championship 2003. Et bonjour à tous, on se retrouve pour une petite série de vidéos qui commence dès aujourd'hui pour nous permettre de patienter jusqu'au championnat du monde 2023. Effectivement, les championnats du monde reviennent au Japon dans une dizaine de jours. On aura un représentant français en la personne de Gabriel Soucy. Je suis invité au championnat du monde par Konami, donc j'aurai l'occasion également de vous partager quelques images. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire une petite série de vidéos sur les championnats du monde depuis leur création. Comment y aller? C'est un tournoi qui a énormément évolué puisque il y a eu des périodes où il y a eu plusieurs championnats du monde TCG jeux vidéo, puis derrière il y a eu des championnats du monde Dragon Duel, puis cette année on a le retour du championnat du monde Video Game en plus de Duel Link et du TCG, puisque Master Duel est le nouveau tout simplement jeu sur lequel tout le monde joue. Et moi le premier. Et donc l'idée ça va être de se rappeler un peu ce qui s'était passé dans les premiers championnats du monde. Peut-être pour certains découvrir finalement. Puisque moi à cette époque je jouais. Mais certains d'entre vous ne connaissent pas forcément comment se sont passés les premiers championnats du monde. Certains peut-être d'entre vous ne savent pas que lors du premier championnat du monde 2003 de Yu-Gi-Oh! Il y a eu un champion du monde français. Et oui, je sais que beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a quelques personnes qui essayent à droite à gauche de récupérer les informations. Mais par chance, moi, vu que je joue à cette époque-là, j'ai toutes les informations. Donc on se téléporte en 2003. Il y a de cela 20 ans pour le premier championnat du monde qui se déroulait tout simplement au Madison Square Garden. Alors c'est aux États-Unis. Pour ceux qui en doutent, alors je ne sais pas exactement où, parce que j'avoue que je ne suis pas allé jusque là au niveau des recherches. J'aime bien en même temps quand dans les commentaires on me rappelle que je suis un peu ignare finalement en géographie. Mais voilà le lieu du coup du championnat du monde et comment on se qualifiait à l'époque. Il fallait tout simplement soit être champion national pour les Européens, et sinon il y avait des tournois en Asie ou aux États-Unis qui prenait un certain nombre de joueurs. À l'époque, au championnat du monde, on avait deux tournois. Le premier, c'était évidemment le TCG, que vous connaissez tous, qu'on va analyser en premier. Et le deuxième, c'était le tournoi GBA à l'époque, puisque c'était la Game Boy Advance qui se jouait sur Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition. Peut-être que c'est un jeu que vous avez eu dans votre jeunesse, peut-être que vous avez même encore chez vous les cartes promotionnelles si vous êtes aussi fou que mon ami Doc7. Et donc le moyen de se qualifier du coup pour ce tournoi, c'était pareil, il fallait être le champion national de son pays à l'époque. Globalement, beaucoup de gens sont très prennent du recul en mode bon, je sais pas vraiment les Worlds, mais l'idée c'est que bah, les meilleurs joueurs de chaque pays s'affrontaient dans ces tournois-là, puisque il faut savoir que pour jouer les Worlds, évidemment, il faut battre les meilleurs. Et donc à partir de là, vu les lots qu'il y a au World, je pense que vous allez voir, c'est assez fou. Tout le monde se battait à la fois pour les lots et pour le prestige, puisque après tout, beaucoup de gens ont beaucoup d'ego sur ce jeu. Alors les championnats du monde 2003, ce n'est pas une scène aussi belle qu'en 2019, puisque quand vous rentriez, vous aviez cette bannière qui est un peu pixelisée. Voilà, on voit Yugi Kaiba dessus, championnat du monde tout simplement 2003. Pareil pour le stage, on n'est pas sur un stage aussi impressionnant qu'aujourd'hui, mais on a quelques images quand même. Alors évidemment, c'est un peu pixelisé. Merci à tous ceux qui m'ont permis de retrouver des images de tout cela. Donc voilà, là, vous voyez la scène avec évidemment quelques petits films. Et donc, on avait pas mal de joueurs. Le joueur français qui nous représentait à ce tournoi, c'était Didier Maille, qui avait remporté tout simplement le championnat national français. Au niveau de la metagame, on en parlera juste après, puisque j'ai également récupéré la decklist de la personne qui l'a emporté, puisque au niveau de la metagame, il y avait très peu d'extensions à l'époque, et donc à partir de là, la plupart des joueurs jouaient la même chose, mais vous allez comprendre qu'il y a quand même quelques petites spécificités qui sont très évidemment banales par rapport aux joueurs d'aujourd'hui qui font beaucoup plus, mais il fallait quand même être tout simplement prêt à connaître tout cela. Au niveau du classement, on l'a ici grâce aux amis de Road to the King, et c'est un joueur de Hong Kong qui l'a emporté. C'est, alors, je vais dire Yulang parce que je ne sais pas trop comment prononcer le NG. On peut voir qu'il y a, vous allez voir au fur et à mesure du championnat du monde qu'il y a des noms que vous allez voir souvent ressortir, ou vous connaissez à travers peut-être des top YCS ou des résultats. Dans les joueurs connus ici, il y a Mike Rosenberg qui était un des très gros joueurs américains de l'époque, qui aura créé un deck quelques années plus tard avec Mask of Darkness, Time Seal, Tsukuyomi. Et malheureusement au niveau du français, Didier, on n'aura pas fait le résultat attendu. Et donc le champion, il est ici, c'est bien lui qui a récupéré cette magnifique
Pyramide. Alors, au niveau du deck joué, on va revenir un peu dessus parce que je pense que c'est quand même assez intéressant. Alors, j'ai pris un outil officiel, j'ai pris Master Duel. J'allais pas crafter toutes les cartes. Je pense que, mine de rien, on va quand même réussir à analyser tout cela. Donc, on est vraiment sur ce qu'on appelait à l'époque du Big 40. Qu'est-ce que c'était que du Big 40? Le principe du Big 40 était très simple. On prenait les meilleures cartes disponibles et on les mettait tout simplement dans un deck. Au niveau des cartes importantes dans le deck de notre ami champion, il y a évidemment la tomate autour de quoi tout tourne, puisque la tomate, lorsqu'elle est détruite au combat et envoyée au cimetière, on va chercher un monstre ténèbres avec maximum 1500 points d'attaque et on le met directement sur le terrain en position d'attaque face recto. L'idée, c'est que dans une position défensive où on a envie d'aller chercher des cartes dans notre deck, on a accès à Sangan qui, avant son errata, permettait d'aller chercher un monstre à 1100 points d'attaque et potentiellement le jouer tout de suite, et également à Witch of Black Forest qui nous permettait d'aller chercher un monstre avec 1500 points de défense. Et tout simplement, en général, on allait potentiellement chercher un Jinzo qui nous permettait d'empêcher l'adversaire de jouer. Donc ça, c'est la toolbox classique. À côté de ça, autour de la tomate, on a une des cartes les plus importantes du deck qu'on va ramener, c'est Donzalug. Alors qu'est-ce qu'il faisait Donzalug? Il attaquait, il défaussait une carte au hasard lorsqu'il infligeait des points de dégâts. Donc il y avait deux façons de le faire, c'est soit en tapant, soit en le posant face cachée, en se faisant taper par une tomate, étant donné qu'il a 1500 points de défense. Et sinon il avait un autre effet, c'était d'envoyer les deux cartes du dessus du deck au cimetière. On va pas se mentir, cet effet ne servait à rien globalement. Donc tout tourne autour de cette carte là. Pourquoi? Parce que le but ça va être de réduire les cartes de la main adverse. Donc Donzalug est le monstre qui va nous permettre de le faire aussi. On a en termes de toolbox magique la confisque qui permet de payer 1000 points de vie pour aider la main de l'adversaire. On sélectionne une carte et on lui envoie au cimetière. Ce qui aujourd'hui est un des 3 effets de TTT si je ne me trompe pas. Alors si je me trompe, puisque le vrai effet de TTT c'est celui-ci. C'est celui de Forceful Sentry. On regarde la main de l'adversaire, on sélectionne une carte et on la renvoie dans le deck de son propriétaire, il me semble. Pour ne pas me tromper. À côté de ça, on jouait également 3 drop-off. Donc drop-off, une carte qui n'a jamais été jouée autre que dans l'année 2003, puisqu'elle permettait tout simplement de forcer l'adversaire à défausser sa pioche d'emballe. Une fois qu'on avait réussi à défausser l'adversaire, on essayait de mettre en place le Yata. Qu'est-ce qu'il faisait le Yata? Une fois qu'il attaquait directement les points de vie avec succès, il obligeait l'adversaire à sauter tout simplement sa draw phase. Donc c'est une carte probablement que vous avez déjà vue dans le passé, vous en avez déjà entendu parler, vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un autour de vous dire Yata Garatsu, quel monstre de fou, parce qu'à l'époque, il était très très fort et il va permettre au fur et à mesure des années de faire des trucs encore plus fous, mais ça sera pour après, comme dirait ce bon vieux Péfut. Donc globalement, Yata Garatsu était vraiment extrêmement intéressant. Pour piocher, on n'avait pas grand chose. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé du duo, mais le duo permettait également de vider la main adverse. Pour piocher, on n'avait pas grand chose. On avait le pot, la charité et un autre combo qui consistait à faire Mirage du Cauchemar. Donc, Mirage du Cauchemar, ça c'était vraiment la carte centrale qui existait au tout début de Yu-Gi-Oh! Dans les parties compétitives. Pourquoi? Parce que le but était tout simplement de la jouer lorsqu'on n'avait plus de cartes en main. En stand-by, on allait piocher jusqu'à avoir 4 en main. Et donc, l'idée, c'était de la détruire avec un autre 3 typhons qu'on allait piocher pour potentiellement garder les cartes, parce que si on ne le faisait pas, on devait défausser le même nombre de cartes qu'on avait pioché ensuite. Donc l'idée c'était de potentiellement le détruire. Donc voilà à peu près comment ça tournait. On est vraiment sur des... Il n'y a pas vraiment de mécanique, hein. C'est vraiment un quart d'avantage de +1 est extrêmement fort. Cependant, on devait quand même jouer autour de cartes comme Trou Noir, comme Raigeki, comme Plumeau. Après, en 2023, il paraît que quand tu poses 15, quand tu poses 5 en demi-finale du championnat d'Europe, tu te prends Plumeau, t'as perdu. Ça, c'est après. Donc voilà, ça c'était les decks. Alors évidemment, le seul beatdown qu'on avait à l'époque, parce que vous, j'imagine que dans vos premières parties, vous jouiez aussi le monstre le plus puissant, bah, c'était Gemini Elf, secret rare à l'époque de Labyrinthe du Cauchemar. Donc voilà, ça c'est le deck du tout premier champion du monde TCG de l'histoire du jeu. On a quelques cartes mythiques comme Fiberjar que vous avez peut-être jamais eu l'occasion de jouer dans votre vie, qui permettait de remélanger les cartes depuis les mains terrain et cimetière dans le deck et piocher 5. Mais c'était une metagame assez finalement basique, mais ça restera un deck quand même assez historique. On va revenir maintenant sur le deuxième championnat du monde, puisque le deuxième championnat du monde, comme je vous avais expliqué auparavant, se jouait, mesdames et messieurs, sur tout simplement Worldwide Edition sur Game Boy Advance. Donc sur Game Boy Advance, on avait donc les champions nationaux qui s'affrontaient, et l'idée c'est que au World, les gagnants du vidéo game ne sont pas différenciés en termes de lot que les gagnants du TCG. Vous gagnez les mêmes choses. C'est pour ça que atteindre le prestigieux top 4
ensuite dans les années qui arrivent est très très important puisque ça vous permet de récupérer une prize card qui existe en moins de 10 exemplaires dans le monde. J'en ai gagné une moi pour le coup et c'est vrai que quand on va au World c'est une expérience assez unique mais il faut quand même essayer, enfin tout donner, parce qu'évidemment tous les joueurs donnent tout, de récupérer cette prize card parce que bah, elle a quand même une certaine valeur, notamment pour les collectionneurs. Donc on va regarder le classement. Le classement, ça a été 3 joueurs américains dans les dernières places malheureusement. Le joueur allemand, on n'a pas son nom parce que forcément vous imaginez, il faut creuser, hein, on monte 20 ans en arrière. Et là vous le voyez, le vainqueur est français et c'est le seul champion du monde français qu'il y a eu dans l'histoire du jeu sur un des deux championnats du monde. C'est François Ferry qui a un peu disparu après. C'est-à-dire qu'il a vraiment gagné son World et après il n'a plus jamais rien fait dans les autres tournois les autres années. Mais il aura mis sa pierre à l'édifice. Alors la photo est un peu pixelisée, mais on le voit ici récupérer son trophée. Et du coup, il est le premier champion du monde français de l'époque sur du coup Worldwide Edition. Alors après, évidemment, c'est assez marrant de voir les... J'ai l'impression que c'est des vigiles autour de lui qui ont peur qu'il fasse une connerie. Euh, c'est une donnée que pas beaucoup de gens ont, de savoir qu'il y a eu un champion du monde français, mais mine de rien, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir. Donc voilà, ça c'était le premier championnat du monde 2003. On va pas forcément faire des vidéos qui sont trop longues, je pense que 10 minutes ça sera assez bien pour tout simplement englober le tout avec les données qu'on a. Donc ce que je vous explique, c'est qu'on va tout simplement terminer cette série juste avant l'arrivée du championnat du monde 2023. On devrait terminer aux alentours du championnat du monde 2014. Peut-être que l'année prochaine, on continuera la série. Mais en tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire. Et on se donne rendez-vous dans 2 jours pour le championnat du monde 2004. Au revoir.